siècle, mais à partir du début du XXe siècle, la grande industrie met les chercheurs sur des problématiques où elle ne peut pas se contenter d'un découpage en petits morceaux des questions auxquelles elle s'attaque. Donc l'industrie va pousser de façon très très forte les chercheurs à se mettre à travailler de façon interdisciplinaire, les physiciens, les chimistes, les gens des matériaux, les mathématiciens, etc. Et de façon très forte, c'est-à-dire que c'est des bataillons considérables de chercheurs qui vont devoir inventer des façons de travailler ensemble. Ça va avoir des répercussions sur ce qui se passe dans le milieu académique. Alors, de façon plus ou moins atténuée, mais ça va avoir des influences dans la mesure où il y a des domaines entiers, c'est le cas par exemple de la chimie, qui sont très fortement dépendants de l'industrie. Ou pour la physique, c'est très dépendant des besoins militaires, du complexe industrialo-militaire, ce qui va faire que les chercheurs vont être amenés à travailler de façon interdisciplinaire dans les faits, essentiellement en réponse à des besoins venant de l'industrie ou de commandes militaires. Donc ça fait déjà un siècle qu'on est fortement poussé dans ce sens-là. Alors ce n'est pas nécessairement le rapprochement sciences dures, sciences humaines et sociales qui est en jeu à ce niveau-là, bien que ça va venir à partir des années 1920 avec le développement du management, c'est-à-dire avec l'apparition d'un nouveau rôle social dans l'entreprise, où à côté, je dirais, des patrons qui avaient traditionnellement et des ingénieurs, vont se développer une nouvelle catégorie de spécialistes de l'organisation du travail. Mais cette organisation du travail ne peut pas se penser de façon en découplant la dimension ressources humaines, les questions économiques, gestion comptable et la technique. Donc là aussi, on va avoir une interdisciplinarité forte qui va être poussée par l'industrie. Alors, au niveau académique, ce n'est pas tout à fait l'habitude, dans la mesure où on a une organisation des sciences qui aboutit à un certain découpage. Dans le passé, avec les académies, c'était des grands découpages, enfin des grosses familles de disciplines, et les échanges pouvaient se faire de façon relativement interdisciplinaire à l'intérieur de grands sous-ensembles. C'est à la fin du XIXe siècle que, fin du XIXe siècle, où on a une prolifération des disciplines et des spécialisations qui va émerger, mais c'est lié, c'est une histoire très spécifique, liée à l'organisation de l'université en Allemagne, qui est un système avec une très forte décentralisation liée à chacun des Länder, chacun des Länder ayant sa propre université, en concurrence avec d'autres universités. Le problème, c'est d'attirer des étudiants. Pour attirer les étudiants, les universités vont introduire des laboratoires essentiellement à vocation pédagogique et surtout pour attirer des étudiants. Mais à partir du moment où dans une chaire académique, on n'a plus seulement un prof, des assistants et une bibliothèque, mais aussi un laboratoire à des fins pédagogiques, à partir de là, on va avoir un développement de la recherche expérimentale. Ça va aboutir à une pression démographique venant de jeunes chercheurs qui ambitionnent de devenir eux-mêmes profs. Or, le système allemand était tel que il n'y avait qu'un prof par chaire académique, par discipline. Cette pression démographique a conduit au fait que des jeunes ont commencé à revendiquer la création d'autres disciplines, et donc à multiplier le nombre de disciplines et de spécialités pour justifier la création de chaires nouvelles, pour avoir l'espoir de pouvoir occuper une classe. Sinon, il faut attendre que le prof meure, et ça peut durer longtemps. Donc on va avoir, sur quelques dizaines d'années, une prolifération considérable des disciplines, des spécialisations, etc., et qui vont chacune se construire autour d'une chaire, d'un prof, d'un labo, et souvent en rivalité les unes avec les autres. Donc l'histoire, je dirais, des disciplines comme étant des entités plus ou moins autonomes, spécialisées, différentes de la voisine, etc., c'est très lié à une histoire institutionnelle spécifique, qui est très liée à l'Allemagne. En France, il n'y a pas eu ce même phénomène avec Collège de France, etc. On est dans une institution où l'élite académique est choisie parce qu'on a des individus brillants, et c'est eux qui définissent ce que sont les sciences.
Donc c'est eux qui créent ou pas une spécialité, qui mélangent ou pas. Enfin, on n'a pas un découpage très fort comme ça, en tout cas pour le 19e siècle. Ça va venir plus tard avec l'organisation de systèmes d'évaluation des chercheurs et des enseignants-chercheurs, où il faut trouver une forme d'organisation. Et l'organisation va se faire par discipline. Et à ce moment-là, ça va avoir une répercussion considérable sur les stratégies des chercheurs qui, pour avoir des chances d'être reconnus et de faire carrière, vont devoir montrer patte blanche dans leur discipline. Et à ce moment-là, ça va être pratiquement la principale raison qui va tout compliquer dans le dialogue interdisciplinaire. Celui qui est chercheur, qui est ambitieux, opportuniste et qui veut faire carrière, a intérêt à jouer, en tout cas à montrer patte blanche dans sa discipline et à ne pas perdre de temps à travailler avec d'autres collègues. Et en fait, ces deux histoires se passent en même temps, c'est-à-dire cette pression venant de l'industrie, des militaires et plus tard de la société civile. Quand je dis plus tard, c'est en gros les années 80-90, où on a, par exemple, la Convention de Rio dit très explicitement, au nom de la société, on en a assez d'une science fragmentée en tout petits morceaux, on veut que vous vous mettiez ensemble pour construire un savoir un peu intégré, parce que nous, dans la société, on a besoin de connaissances pour traiter des problèmes auxquels on fait face, vieillissement, développement durable, etc. Ces problèmes-là ne se découpent pas en petits morceaux. Nous, on a besoin d'un savoir intégré pour traiter ce genre de questions. C'est irresponsable de la part des chercheurs de nous fournir du savoir en miettes en disant nous, on est juste compétents là-dessus, on n'est pas compétents sur le truc d'à côté, on n'est pas compétents pour faire l'intégration. À vous, décideurs politiques, de faire l'intégration des savoirs. Donc là, la société a dit stop, la communauté scientifique, démerdez-vous, mais construisez-nous du savoir intégré. Donc là, on a une demande forte qui vient de la société, à nouveau qui pousse vers l'interdisciplinarité, parce que les problèmes réels ne rentrent pas dans les cases de telle ou telle discipline. Donc on a ce mouvement-là, cette pression qui vient de la société pour faire plus d'interdisciplinarité, et c'est parallèle avec le fait qu'on a des institutions, notamment, qui évaluent les individus et qui gèrent les carrières, qui ont tendance à fragmenter les gens et à faire que les gens se spécialisent et puis restent dans leur petit domaine. Donc c'est difficile de faire un bilan global pour savoir si on a des phases où on est très disciplinaire et des phases où on est très interdisciplinaire, parce que les deux mouvements existent simultanément, en tout cas pendant tout le XXe siècle, on a les deux phénomènes simultanément. Juste une petite remarque par rapport à ce que tu as dit en introduction, c'est pas nécessairement pour avoir une perspective holiste de réunir toutes les sciences. Il y a parfois une perspective holiste, mais en rapport à des problèmes. Si on s'attaque à des problèmes de santé ou des problèmes d'épidémie ou des pandémies, il y a bien une préoccupation de type holiste, c'est-à-dire qu'il faut faire le tour du problème, il faut croiser les connaissances de toutes sortes pour arriver à comprendre le problème et arriver à imaginer des solutions. Mais ce n'est pas un objectif en soi d'intégrer les savoirs, surtout que bon, on n'est plus au XVIIe siècle où on pouvait avoir des savants qui étaient savants dans tout, sur la nature, sur la société, sur l'économie. Je dirais, on est plutôt maintenant avec des chercheurs qui sont parfois hyper spécialisés. Donc c'est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse avoir une connaissance intégrée de toutes les disciplines, et même dans sa discipline c'est impossible, et même sur son sujet, il y a intérêt à ce que le sujet soit bien précis pour qu'il puisse en faire le tour. Si je prends par exemple un domaine comme nanosciences, nanotechnologie, c'est 10 000 nouvelles publications par an. Donc quelqu'un qui est spécialiste en nanosciences, il ne peut pas lire les 10 000 publications par an, il ne peut pas. Ou s'il arrive à les lire, il ne fait que ça. C'est-à-dire qu'il ne produit pas de connaissances nouvelles. Et même s'il ne lit pas les 10 000 publications, mais qu'il ne lit que les 10 000 intitulés, ben déjà ça va lui prendre pas mal de temps, et il est très probable que aucun chercheur ne lit la liste des intitulés des articles qui apparaissent dans un domaine comme... C'est un domaine un peu vaste, mais voilà. Mais si on dit biologie moléculaire, c'est la même chose. Si on dit les céramiques, c'est la même chose. Il n'y a personne qui est capable d'avoir une vision intégrée de l'ensemble des connaissances qui sont produites aujourd'hui. Donc ça pose vraiment des questions à travers la littérature.
juste un petit complément me concernant. Je suis sociologue des sciences, enfin spécialisé sociologie des sciences, sociologie de l'innovation. Donc ça fait partie de mon métier de regarder les chercheurs au travail et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc là, par exemple, c'est un exemple ça s'appelle Centre CENM. Mais en fait, c'est un réseau de coopération scientifique à l'intérieur de la Colombie sur les nanomatériaux. Alors, il est fortement centré sur Cali, etc. Mais si vous voyez ici les thématiques des partenaires impliqués, on voit bien qu'on est dans un réseau interdisciplinaire. C'est les matériaux, mais on a des gens d'optique, on a des gens du traitement du signal, etc. Alors, il n'y a pas de sciences humaines et sociales, mais je dirais, il y a bel et bien des choses de type interdisciplinaire qui se mettent en place dans différentes régions du monde, y compris en Colombie, et là, c'est quelque chose qui, 2012, ça à peu près, je crois que ça doit avoir 8 ans maintenant, le CNM, et c'est un réseau au niveau colombien qui est particulièrement actif. Juste pour donner une autre idée, toujours sur la question des nanos et en regardant le cas de la Colombie, si on regarde les publications, donc là on est parti du Web of Science, et en regardant les publications entre 2001 et 2008, on voit apparaître 77 publications. À partir de là, ça permet d'identifier les réseaux de collaboration, de co-signature. Il arrive parfois que des chercheurs co-signent sans avoir collaboré, ou inversement qu'ils ont collaboré, parce que ça n'apparaît pas dans les co-signatures. Donc il faut être prudent dans l'interprétation des données, mais enfin, on peut penser à peu près que s'il y a des co-signatures, il y a dû y avoir un échange. Vous pouvez l'avoir exactement, mais on peut penser que ça représente un peu un réseau de collaboration qui se passe entre les chercheurs des différentes institutions en Colombie. Mais pas que en Colombie, c'est-à-dire que la Colombie n'est pas fermée sur elle-même et coupée du monde, puisqu'on voit que 73% des articles, c'est-à-dire les 3/4 des articles, ont des co-auteurs qui sont dans d'autres pays du monde. Beaucoup d'États-Unis, il y a de la Chine, il y a de l'Allemagne, la France, l'Espagne, pas mal d'Espagne, parfois d'autres collaborations à l'intérieur de l'Amérique latine, c'est comme ici avec l'Argentine, il va y avoir un avec le Mexique, un ou plusieurs avec le Mexique, etc. Avec le Brésil aussi, notamment comme Campinas, puisqu'il y a des instruments très coûteux et un peu rares qui sont disponibles à Campinas. Donc ça, c'est juste pour dire, dans les faits, il n'y a pas besoin de croire ou pas à l'interdisciplinarité, de trouver que c'est bien ou que c'est mal. Il suffit de regarder ce qui se fait et on voit que les chercheurs font de l'interdisciplinarité, font des collaborations interinstitutionnelles, internationales et souvent interdisciplinaires. Alors, si je prends un point de vue plus large que la Colombie, si je regarde à l'échelle mondiale, en prenant toujours l'exemple des nanos, un phénomène qui a été frappant au cours des 10-20 dernières années, c'est la prolifération de revues dans le domaine de la nanosciences et nanotechnologie. Là, c'est juste une petite liste de revues qui ont émergé au cours des 10 dernières années, en gros, au cours des années fin des années 90, début et milieu des années 2000. Mais je prends juste ces revues pour réfléchir à la question de l'interdisciplinarité telle qu'on peut l'observer à travers les publications. Et là, je vais prendre non pas une revue de nanosciences, mais une bonne vieille revue disciplinaire qui est le Journal de l'American Chemical Society. C'est une revue scientifique il y a 2 siècles, c'est les chimistes. Si on regarde les signatures et co-signatures de publications dans cette bonne vieille revue disciplinaire de la chimie, on découvre qu'il y a 30% de co-signatures qui se font avec des chercheurs qui n'appartiennent pas à la chimie. C'est une revue disciplinaire, 30% des papiers sont co-signés avec des gens d'autres disciplines. Alors on peut voir avec lesquels. C, c'est les chimistes, là, l'atome là, est proportionnel au nombre de chercheurs relevant de la discipline, et les liaisons sont proportionnelles au nombre de co-signatures avec des gens de telle discipline. Donc on voit qu'il y a beaucoup de co-signatures entre chimistes et biologistes, entre chimistes et des gens des sciences des matériaux, il y en a avec des physiciens, il y en a avec des gens du génie chimique.
juste par une question, comment vous arrivez à faire l'extraction de cette information? Parce que finalement, c'est par l'affiliation de l'auteur, c'est par c'est par l'institut. Pour savoir si les gens sont dans une discipline. C'est sont chimistes, enfin, ils travaillent dans les domaines des sciences matérielles, tout ça. Enfin. Alors, souvent c'est par le nom des labos. Et quand on a des labos qui eux-mêmes sont des laboratoires pluridisciplinaires, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pluridisciplinaires, il faut aller un peu plus finement pour savoir où les gens ont l'habitude de publier et comment ils se présentent eux-mêmes, parfois en regardant sur le site web où ils disent « je suis chimiste, je suis physicien », etc. Ce qui ne veut pas dire que les gens sont diplômés de cette discipline-là, parce qu'on a, par exemple, pour les physiciens, c'est assez frappant, dans les années 90, on a toute une série de physiciens diplômés de physique qui sont passés à la biologie et qui s'affichent biologistes, par exemple. On a pas mal de migrations scientifiques, notamment de la physique à la biologie. Donc là, il faut regarder comment les gens s'affichent. C'est ça le principal critère. Ce n'est pas le diplôme de départ qui est l'identifiant disciplinaire. Mais c'est une question méthodologiquement importante parce que quand on traite des grands nombres de publications, si on doit faire à la main un à un chacun des auteurs, on arrive vite à un travail de bénédictin, pas possible. On a intérêt à essayer d'automatiser le plus possible. Bon, heureusement qu'il y a beaucoup de laboratoires dont on peut vite appréhender le fait que c'est un laboratoire disciplinaire. Je n'ai pas prévu ça, mais à nouveau sur les nanos, j'avais regardé des cas typiques d'objets de recherche qui sont interdisciplinaires. Par exemple, moteur moléculaire, c'est typiquement un objet qui relève de la physique, de la chimie, de la biologie structurale, etc., de la biologie cellulaire. Et quand on fait l'enquête sur les projets sur ça, au niveau de laboratoire, pour voir, par exemple, quelle est la composition sociale du groupe de chercheurs qui travaillent là-dessus, la plupart du temps, les groupes de recherche sont monodisciplinaires. On a quelques cas où ce n'est pas le cas, mais la plupart du temps, c'est monodisciplinaire. Et encore là, il faut faire une différence, dans le sens, si on regarde l'origine, la discipline, d'où vient le chercheur, on a parfois un peu plus de pluridisciplinarité, mais quand on regarde la discipline d'appartenance affichée par le chercheur au moment de l'enquête, cette interdisciplinarité a tendance à se réduire. Ça, c'est si on regarde au niveau des personnes membres du laboratoire impliqués dans le projet. Si on regarde les personnes avec lesquelles ces chercheurs-là collaborent, on a plus d'interdisciplinarité. C'est-à-dire on a très peu d'interdisciplinarité d'un point de vue sociologique interne au laboratoire. On a un peu plus d'interdisciplinarité d'un point de vue sociologique quand on regarde les collaborations. Si on regarde les instruments, d'où viennent les instruments, parce que souvent il y a des instruments qui viennent de telle ou telle discipline et puis qui ont migré, qui sont passés dans d'autres disciplines, là aussi on observe qu'il y a de l'interdisciplinarité qui est un peu plus forte que l'interdisciplinarité de point de vue composition sociologique. Et où ça change vraiment, c'est quand on regarde les publications, quand on regarde les publications qui sont lues par les chercheurs, là on voit que les chercheurs lisent de façon interdisciplinaire beaucoup plus que ce qu'ils affichent comme appartenance. Dans les sciences elles-mêmes, on assiste aussi à des évolutions qui vont pousser les chercheurs vers l'interdisciplinarité. Depuis les années 70 et surtout à partir des années 80, on a un développement très très fort des politiques publiques de soutien à la recherche qui vont dire aux chercheurs faites des synergies, créez des réseaux, mettez-vous ensemble, on ne veut plus donner un petit peu d'argent à chacun individuellement, organisez-vous entre vous, présentez des projets et on va soutenir des projets. C'est au niveau français ou c'est tout au niveau européen? L'Europe a joué un rôle très important là-dedans. En particulier parce que pour l'Europe, ça s'est greffé à un autre problème, c'était de savoir comment faire l'intégration européenne. Donc ça a été de dire, on fait des réseaux de coopération scientifique,
mais faites des réseaux internationaux. On veut minimum 3 pays, on veut minimum un petit pays dedans, on veut minimum un pays du Sud. Alors le Sud, c'était les nouveaux arrivés de l'époque, c'est-à-dire Grèce, Portugal, les petits pays, c'était l'Irlande. Et du coup, on a les chercheurs du cœur, France, Allemagne, Pays-Bas, en gros, qui ont dû faire des réseaux de coopération scientifique avec les Portugais, avec les Grecs, qui n'avaient pas nécessairement les gens compétents, pas les moyens, etc. Et là, les réseaux de coopération scientifique au niveau européen ont été une façon de réaliser un projet politique qui est celui de l'intégration européenne. Les politiques, ne sachant pas trop comment faire pour réussir cette intégration européenne, ont délégué aux chercheurs le soin d'inventer des solutions. Inventer une solution pour travailler ensemble entre Portugais, Allemands. Voilà, débrouillez-vous, à vous, chercheurs, d'inventer des solutions politiques qui vous conviennent. Et c'est intéressant aussi de ce point de vue. Mais ce n'est pas nécessairement interdisciplinaire. Cela dit, comme il y a eu une pression qui a été dans le sens de faire travailler aussi les chercheurs sur des questions qui se posent ou des problèmes qui se posent dans la société, ça aboutit souvent les chercheurs à se mettre ensemble entre plusieurs disciplines. Et donc tout le développement des réseaux de coopération scientifique, la plupart des réseaux de coopération scientifique sont pluridisciplinaires. Donc ça c'est un des mécanismes qui a été intervenu, mais il y a aussi des mécanismes, je dirais, encore plus internalistes aux sciences, qui est le fait que des disciplines, quand elles se développent, je dirais de façon endogène entre chercheurs de la même discipline, parfois ces disciplines finissent par ressentir une espèce d'épuisement, de tourner en rond, de perdre un peu une capacité à se renouveler, etc. Et là, on a dans toute une série de disciplines des discours des chercheurs de ces disciplines en disant il faut aller travailler aux limites de la discipline. Et les limites de la discipline, c'est parfois la frontière avec une autre discipline. Donc on a parfois des discours dans les disciplines prônant l'interdisciplinarité, mais la finalité, c'est de renforcer la discipline. C'est l'interdisciplinarité au profit du développement de la discipline. Donc on a ce genre de discours-là pour renouveler les problématiques, etc. Ça vient des marges, ça vient des interstices, et notamment l'interdisciplinarité est bien vue là-dedans, mais c'est pas pour oublier la discipline. Alors, on peut se poser la question de dire, mais s'il y a autant d'arguments en faveur de l'interdisciplinarité, alors pourquoi y a-t-il encore des disciplines? Mais pour répondre à cette question-là, la question c'est aussi de comprendre, mais c'est quoi au fond une discipline? Ben, c'est pas simple à définir ou à se faire une idée de ce que c'est. Alors on peut l'approcher d'une façon sociologique en disant discipline, mais c'est une entité sociologique, c'est-à-dire des personnes qui sont reliées d'une manière ou d'une autre. Alors on essaye de voir comment ils peuvent être reliés, et on pourrait dire par exemple, on va regarder les filières de formation. On a une organisation du système universitaire par filière de formation. Dans beaucoup d'endroits, c'est organisé par discipline. On pourrait dire que la discipline, c'est l'ensemble des gens qui rentrent dans cette filière-là, qui passent par là et qui en sortent. Étudiants, profs, etc. Ça permet d'avoir, je dirais, une manière empirique de dire, ben voilà, la discipline, c'est ça. Et ça commence là, ça finit là. Mais si on raisonne comme ça, on se rend compte qu'on a plusieurs manières de découper sociologiquement le monde des sciences en disciplines. On a aussi des sociétés savantes qui se disent association, par exemple l'Association française de sociologie, l'American Chemical Association ou American Chemical Society, etc. Enfin, on a des sociétés savantes qui se disent qui se définissent de façon disciplinaire. Le problème, c'est que le découpage de qui est membre d'une société savante ne se juxtapose pas nécessairement avec le découpage des disciplines. C'est-à-dire qu'on trouve dans la société savante toute une série de gens qui ne viennent pas de filières de formation. Par exemple, là, moi, j'étais ingénieur, puis après j'ai fait de la philo, j'ai jamais fait de socio, mais je suis membre de sociétés savantes de socio, et puis bon, voilà, maintenant je suis rentré dans le cas socio de la filière, puisque je suis prof de socio. Mais on voit bien que, bon, c'est un cas, mais je dirais des cas comme ça, et en fait, il y en a plein, je dirais qui étaient physiciens, puis qui sont membres d'une autre société, voilà.
Autre découpage possible, bon là j'ai pris le cas de la France, mais c'est le CNRS qui est organisé par section, et les sections sont globalement des sections disciplinaires, plus ou moins. Mais le découpage des sections au CNRS ne se juxtapose pas nécessairement avec ces autres découpages. Par exemple, la sociologie se retrouve dans 2 sections, se retrouve dans une section avec les juristes, parce que la thématique de la section, c'est toute la régulation et la normativité, et puis se retrouve en partie dans une section qui est autour de l'organisation de la politique et du travail. Et puis on peut prendre les revues comme autre manière de découper. Bon, on voit bien qu'on a plusieurs formes de découpage, que ça ne se juxtapose pas. La conséquence, c'est que peut-être à l'intersection de tout ça, on a peut-être un noyau qui est la vraie discipline, mais si c'est ça, ça risque d'être pas grand-chose. Et puis on a des zones où c'est plus ou moins hybride. Ça, c'est une manière de faire. On peut prendre, au lieu d'avoir un découpage à partir d'une catégorie, que ce soit être membre d'une revue, ou être auteur ou lecteur d'une revue, être membre d'une association, ou avoir un diplôme de telle filière, c'est de regarder les relations entre les gens. Et là, si on regarde les relations, on peut dessiner des réseaux, et quand on dessine des réseaux, on a parfois des sous-ensembles si chaque point c'est une personne, on a parfois des sous-ensembles de points qui sont plus fortement reliés les uns avec les autres. On pourrait dire, ben là, c'est une forte densité de relations localement, on va dire, ben là il y a une discipline, là il y a une discipline, là il y a une discipline. Mais on voit très bien qu'il y a plein de liens, de connexions, etc. Enfin, que ça n'est pas simple de trancher dans les réseaux pour dire que ça c'est une discipline, et puis là on a passé la frontière, on est passé dans une autre. On peut peut-être dire que c'est des catégories sociologiques qui ne sont pas pertinentes. On peut prendre des catégories plus épistémologiques ou méthodologiques, de dire on va définir la discipline par un objet de recherche. La biologie, c'est le vivant. Bon, okay. La physique, c'est la nature. Je ne sais même pas comment on le dirait, les champs de force, je sais pas, la chimie. Bon, on peut essayer de définir les disciplines par les objets, mais très vite, on va voir qu'on a des objets qui se retrouvent dans plusieurs disciplines, on va voir qu'on a des disciplines qui sont sur toute une série d'objets différents. Donc même cette entrée-là, elle n'est pas complètement évidente. On peut avoir une entrée en termes de méthode, en disant la discipline, on se reconnaît dans telle discipline parce qu'on a telle façon de travailler. Les chimistes, par exemple, historiquement se sont construits et différenciés de la physique en disant les sciences spéculatives comme la physique, tous ces gens qui élaborent des théories générales, machin, nous c'est pas ça, nous l'expérience, la preuve empirique en laboratoire, etc. Donc les chimistes se sont différenciés historiquement des physiciens en disant on n'a pas la même méthode, on n'a pas la même manière de travailler. On pourrait dire la même chose entre philosophes et sociologues, parce que parfois les questions sont exactement les mêmes. Les questions que se pose le philosophe des sciences, qu'est-ce que la connaissance vraie, comment on arrive à la connaissance vraie, c'est des questions qui sont parfois exactement les mêmes que celles du sociologue des sciences. Mais la manière de répondre est très différente. Est-ce que ça correspond à la discussion entre la recherche appliquée et la recherche fondamentale? Non, pas nécessairement. Parce que ce découpage entre recherche appliquée et recherche fondamentale est un découpage qui est très très peu pertinent, parce que le propre des sciences telles qu'on les connaît depuis le XVIIe siècle est d'être des sciences très opératoires. C'est-à-dire on s'est écarté fortement d'univers de fabrication de connaissances de type spéculatif pour aller vers des modes de fabrication de connaissances qui passent par le développement d'un mode opératoire, et une fois qu'on a développé un mode opératoire, on glisse très facilement vers de l'application, vers de l'industrie. Le savoir scientifique, c'est autant comment on fait pour arriver à un résultat que le résultat. Donc si ce que produit le chercheur, c'est pas seulement des résultats, mais la façon dont il a fabriqué le résultat, donc il fabrique du mode opératoire, et le mode opératoire, c'est ça le point de départ pour l'ingénierie, etc. Donc même de façon fondamentale, la question recherche fondamentale, recherche appliquée, elle ne tient pas fort la route. Mais en plus, si on regarde les évolutions récentes
des sciences que l'on voit, biotechnologie, nanosciences, nanotechnologie, etc., le découpage est encore beaucoup plus difficile à faire. Ou même si on prend des choses un peu plus classiques, les gens qui travaillent sur la combustion dans un moteur diesel, on peut faire de la recherche fondamentale sur le moteur diesel. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'initiation de la combustion dans le moteur diesel? C'est un phénomène qui est une fraction de seconde, pendant laquelle il y a une quantité phénoménale de molécules de toutes sortes qui sont produites, avec des phénomènes de turbulence, de transfert de masse, de chaleur, etc. C'est hyper complexe. C'est un objet d'étude, de recherche fondamentale en soi. Enfin, on peut faire de la science pour le plaisir de connaître et de comprendre ça. Et évidemment, les industriels, ça les intéresse qu'il y ait des chercheurs qui fassent joujou à faire de la recherche fondamentale là-dessus, parce que plus on comprendra comment ça se passe, plus eux disposeront de connaissances qui leur permettront de concevoir des moteurs optimisés pour réduire la quantité de polluants, des choses comme ça. Donc le découpage n'est pas très évident. Et nos collègues en physique des hautes énergies qui se sont pensés comme étant, nous on fait de la recherche fondamentale, etc. Après la chute du mur de Berlin, tout le monde s'est réveillé, on s'est rendu compte que c'était une belle illusion. C'est-à-dire, oui, ils faisaient de la recherche fondamentale, tant que les militaires disaient, oui, faites joujou, tout ce que vous produisez comme connaissance, ça nous intéresse parce que nous, la guerre froide, etc., enfin, nous, on a besoin que vous fassiez, que vous avanciez des idées nouvelles là-dedans. Donc, oui, ils faisaient de la recherche fondamentale, mais bon, c'était pas déconnecté. La recherche sur les pays africains du Moyen-Orient diminue. Au niveau, ça n'intéresse plus personne. Et puis, heureusement pour les chercheurs dans ce domaine-là, il y a le 11 septembre, alors tout d'un coup, là, terrorisme, machin, de nouveau, plein d'argent pour faire la recherche sciences humaines et sociales dans ces pays. Donc on voit, alors les chercheurs individuellement ne se vivent pas nécessairement comme étant au service de l'État ou du pouvoir ou de tel pays, de telle ou telle hégémonie, mais de fait, le financement vient des États-Unis ou de l'Europe, est orienté vers certains types de questions plutôt que d'autres. Enfin, et il est difficile d'imaginer une science dont la dynamique globale échappe à un conditionnement en partie de ce type-là. Ça ne veut pas dire que tout ce qui se fait dans une science est complètement déterminé par l'extérieur. Il y a bien aussi une dynamique des chercheurs qui, ayant produit la connaissance sur un truc, en viennent à de nouvelles questions et ont envie de continuer sur cette question-là, que ça serve à quelqu'un ou à quelque chose ou pas, parfois c'est pas leur problème. On a aussi une dynamique intrinsèque, les deux ne sont pas nécessairement exclusifs. Sauf que c'est difficile pour un chercheur de continuer à travailler sur les questions qui l'intéressent, s'il n'a plus d'argent, s'il n'a pas d'emploi, s'il n'a pas un labo, alors il peut spéculer. Hein. On peut peut-être continuer à faire des maths en se promenant dans la nature sans être rémunéré pour ça, mais il y a peut-être que les maths ou la philo qu'on peut faire comme ça. Hein. La biologie, la chimie, si on n'a pas des labos, des instruments, des techniciens, ça ne se fait pas tout seul, la science. Voilà. Donc je voulais juste dire là, ces différentes formes de découpage, ça ne se superpose pas nécessairement, ce qui fait que l'entité disciplinaire n'est pas du tout une évidence. L'interdisciplinarité est peut-être plus commun que le travail disciplinaire. Je ne sais pas si je vais m'étendre là-dessus. Je voulais juste terminer sur deux points, puis on poursuivra l'échange. On parle d'interdisciplinarité, mais on a aussi une série d'autres termes qui circulent. Alors, bon, selon les uns et les autres, ce n'est pas toujours les mêmes contenus qui sont mis derrière les termes, mais le plus commun, c'est, quand on parle de multi- et pluridisciplinarité, c'est le fait de dire qu'il y a plusieurs disciplines qui sont là, mais elles peuvent être les unes à côté des autres, juxtaposées, sans vraiment de lien ou d'articulation. Si on regarde les formations des étudiants, presque partout dans le monde, quelles que soient les filières de formation, les formations sont pluridisciplinaires. Un physicien, il a des cours de maths, il a peut-être un peu de chimie, il a peut-être un peu de biologie, il a peut-être un peu de sciences humaines. Et en psychologie, les étudiants ont des maths, ont de la biologie, ont de la biochimie, ont des stats. Voilà. Donc la plupart des formations sont souvent pluridisciplinaires, mais l'intégration des savoirs est rarement organisée. Il y a vaguement l'idée, souvent des enseignants, de dire que les étudiants vont articuler les savoirs. Bon, les étudiants, ils sont malins.
les examens étant matière par matière, ils apprennent très vite à bien différencier les disciplines et surtout pas à faire l'effort de devoir mélanger, articuler ce que leurs profs ne font pas. Alors, interdisciplinarité, ça renvoie à toute une série de situations où il y a l'idée d'essayer d'articuler les différentes disciplines d'une manière ou d'une autre, articuler, confronter, croiser les points de vue, et transdisciplinarité renvoie plutôt au fait de travailler sur des questionnements qui sont transversaux, qui sont communs. Par exemple, ordre et chaos, qui est une problématique qu'on trouve dans toutes les disciplines. Individu, structure, ou entité individuelle et structure, c'est des problématiques qu'on trouve dans toutes les disciplines, où je dirais statique versus flux, enfin bon, voilà, on a des tas de problématiques comme ça qui sont complètement transversales. Donc moi, je parle surtout de l'interdisciplinarité, c'est une situation où il y a l'idée de, on va essayer d'articuler sur des choses un peu précises et limitées, et je terminerai par ça, et à savoir, à partir de l'observation de toute une série d'expériences de travail de chercheurs qui disent qu'ils font l'interdisciplinarité, et dire, mais ceux qui disent qu'ils font l'interdisciplinarité, ils font quoi? En fait, on se rend compte qu'il y a une diversité de choses qui se font, une très vaste variété de pratiques, mais si on essaye de faire des sous-ensembles un peu signifiants, on peut arriver à faire apparaître un certain nombre de modèles, et là j'ai fait apparaître quatre grands types de modèles d'interdisciplinarité. Le premier que j'ai appelé modèle de la complémentarité, c'est un modèle, et ça on l'entend beaucoup chez les collègues de sciences dures, en disant oui, l'interdisciplinarité ça marche bien quand on est complémentaire, c'est-à-dire quand on a des savoirs qui ne sont pas trop en rivalité ou concurrents, mais dont on a besoin mutuellement. Et dans ces cas-là, la bonne interdisciplinarité passe par le fait de travailler ensemble sur le problème de départ pour voir comment on va le découper en disant mais dans ce problème-là, il y a un aspect qui relève de telle discipline, il y a un aspect qui relève de telle discipline, ce qui aboutit à faire un découpage intellectuel intelligent de l'objet, de définir dès le départ les points d'articulation entre les différents savoirs complémentaires et de prévoir à quel moment et sous quelle forme on va, à un moment donné, se retrouver ensemble pour réarticuler les bouts de savoir qu'on a construits chacun séparément. Ça, généralement, ce modèle, quand les chercheurs partent sur ce genre d'approche, en général, ça leur convient bien, ça ne bouleverse pas trop leur pratique disciplinaire. Il y a tout le problème de comment découper intelligemment les choses et comment réarticuler, mais voilà. Mais ça marche, ça suppose vraiment une réflexion sur la façon de faire une division intellectuelle du travail qui soit pertinente. Le deuxième modèle, j'ai appelé modèle de la circulation, c'est un modèle, j'allais dire, égocentrique, c'est-à-dire ce qui compte, c'est le développement d'une discipline, développement de ma discipline, c'est ça qui compte. Cela dit, pour développer ma discipline, c'est pas inutile d'aller se balader chez les autres, pour aller récupérer un concept, pour aller récupérer une méthode, pour aller récupérer des bouts de théorie, récupérer des problématiques, récupérer des genres de terrain, etc. Par exemple, les économistes se sont largement baladés en sociologie pour aller récupérer tout ce qu'ils pouvaient, le mariage pour faire une théorie du marché du mariage, enfin, en termes de circulation de concepts, on a par exemple le concept d'entropie développé en physique, qui s'est mis à se balader dans des tas d'autres disciplines. On le retrouve en biologie, on le retrouve dans les sciences de la communication, on le retrouve en économie, etc. Il y a des instruments qui se baladent aussi. Alors évidemment, au cours de la balade, ils se transforment. Entropie en physique ou entropie chez les économistes n'a plus tout à fait la même signification, ce qui fâche toujours un peu les physiciens, mais l'important, c'est pas la fidélité au concept d'origine, l'important c'est la fécondité que ça a dans la discipline qui l'a récupéré. Même s'ils l'ont transformé, ce qui compte c'est qu'est-ce que ça produit d'intéressant chez eux. Et puis après, on revient dans sa discipline pour faire avancer sa discipline grâce à ce qu'on a été chercher chez eux. Modèle de la fusion, c'est l'idée de dire on va travailler ensemble et à la fin on ne fera plus qu'une seule discipline. Donc, autour de nanosciences et nanotechnologie, on a ce genre de discours. Grande fusion, NBIC. C'est un bâtiment intelligent, il ne faut pas vous inquiéter.
Vous avez vu que les volets se sont fermés tout seuls. C'est très agressif, les néons à eau. Est-ce qu'on peut diminuer un petit peu, non? Peut-être au moins éteindre la première rangée. Voilà. Ah, merci. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Donc, fusion, nanosciences, nanotechnologie, c'est un exemple, mais on a d'autres exemples. L'écologie, qui est une intégration assez bien réussie d'une série de disciplines comme botanique, géologie, hydrologie, météo, etc. Et là, par exemple, cette intégration a pu se faire parce qu'il y a eu des concepts fédérateurs comme celui de système et celui de niche, par exemple, qui ont été des façons d'articuler les disciplines. Le génie chimique est aussi un exemple de quelque chose qui est une nouvelle discipline qui est née de la fusion de plusieurs disciplines. Il y en a d'autres où ça marche moins bien, sciences de l'éducation par exemple, ils essayent de se faire reconnaître comme étant une discipline, mais bon, on voit bien que l'articulation ne se fait pas bien, ça reste globalement un peu désarticulé. Et puis un autre dernier modèle, le modèle de la confrontation, l'idée c'est de dire, c'est pas inutile qu'on travaille ensemble pour s'interpeller mutuellement, interroger pourquoi les autres font ça, pourquoi ils travaillent comme ça, de se mettre en cause mutuellement, mais de travailler ensemble, de se confronter, par exemple, en travaillant ensemble avec un même instrument ou autour d'un même instrument, ou sur un même terrain d'enquête, ou un même objet, ou sur les mêmes textes, des choses comme ça. Et ça conduit à faire bouger chacune des disciplines, enfin les disciplines en ressortent changées.